il ne s'agit pas simplement des objets. Même des lieux du monde accèdent à l'être, sont, dès lors qu'un regard européen s'est posé sur eux. Ce qui fait que nous avons dans nos livres d'histoire des phrases absolument absurdes, mais auxquelles nous ne faisons plus attention. Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492, c'est totalement absurde, puisque cette Amérique qu'il découvre était habitée par des Américains, des Amérindiens. Que signifie découvrir l'Amérique? Ça veut dire découvrir l'Amérique à l'Europe, ouvrir l'Amérique à l'Europe. Un regard européen se pose sur l'Afrique, un pied européen se pose sur l'Afrique. L'Amérique, pareil. Et ce lieu se met à exister, à accéder à l'être. Probablement une phrase encore plus absurde, non pas Christophe Colomb cette fois-ci, il n'y a pas que lui dans cette affaire, René Caillé découvre Tombouctou. René Caillé découvre Tombouctou. René Caillé est quelqu'un qui a raté son bac, drop out comme on dit chez moi de l'autre côté de l'Atlantique, qui part à l'aventure parce qu'à l'époque, quand on avait tout raté ici, on se refaisait dans les colonies. Il y va, il ne sait pas quoi faire de lui-même, il traîne et puis il entend dire vaguement que la Société de géographie à Paris offre une certaine somme à ceux qui le parleraient de Tombouctou. Bon, il réunit quelque argent, il est aidé par le gouverneur colonial qui se trouve à Saint-Louis à l'époque. Il va à Tombouctou, d'abord il n'est pas le premier est un Allemand. Cette fois-ci, ce sont les Allemands qui ont tiré les premiers. Sauf que l'Allemand est mort à Tombouctou. Donc, qu'à cela ne tienne, il ne sera pas le premier Européen à avoir découvert Tombouctou, il sera le premier Européen à en être sorti vivant. Il en sort vivant à peine, parce que d'ailleurs, quand il arrive dans cette ville, il n'y a rien à faire. C'est une ville de sable, avec des mosquées, des maisons en banco, et puis des gens qui vaquent à leurs affaires. Il tourne en rond un peu. Pardonnez-moi mon français, il s'emmerde comme un rat mort, et il tombe malade. Et il faut donc le rapatrier très rapidement. On l'amène du côté du Maroc, et du Maroc, il traverse, et il touche l'argent de la Société de géographie, et ça signifie qu'il a découvert Tombouctou. Et il est désormais dans les livres d'histoire comme étant celui qui a découvert Tombouctou. Et donc, voilà le discours colonial par excellence. L'idée qu'il y a une région du monde, une province du monde, qui est tout naturellement le lieu de l'universel et qui confère l'universalité. Il suffit d'y être pour être universel. Si vous en sortez, vous retournez à votre terroir, à votre particularité. C'est exactement la même chose. C'est exactement ce discours-là que tiennent les directeurs de musées et les marchands d'art lorsqu'ils disent « c'est nous qui avons conféré l'universalité à ces objets ». Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que ces objets n'étaient que des curiosités ethnographiques, des monstruosités, parce que finalement, ces objets difformes qui ne respectent même pas les proportions normales que tout étudiant des beaux-arts commence par connaître au berceau, selon lequel la tête, ça fait 1/8 du corps, et puis, bon, vous savez tout ça mieux que moi, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Et donc, pourquoi je vous parle de cela? Pourquoi je déverse ma bile anticoloniale à propos de ces objets? Parce que ce que cela veut dire aussi, c'est que lorsque ces objets vont avoir cette valeur dite universelle, que signifie qu'ils vont avoir à partir d'un certain moment cette valeur universelle? Ça veut dire qu'ils vont révolutionner tout simplement l'art moderne. Autrement dit, quand en 1906 ou en 1907, Picasso se demande quelle tête donner à ces demoiselles d'Avignon, dès lors qu'il avait fini avec leur corps, ça lui avait pas posé de problème. Comme vous le savez, il efface tous les visages qu'il essaye, parce qu'il n'en trouve aucun qui soit satisfaisant, jusqu'au moment où les masques qu'il collectionnait trouvent leur chemin dans sa peinture et vont venir remplacer le visage de ces dames. Eh bien, on appelle ça primitivisme. Vous savez ça mieux que moi. Mais primitivisme, au fond, quand on y réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme de primitivisme qui a été adopté est un terme, je dis dans mon dernier livre, à la fois eurocentré, ça veut dire qu'au fond, encore une fois, l'action, l'agentivité vient forcément d'acteurs des
acteurs européens. Et deuxièmement, c'est un concept également tout à fait paresseux, parce qu'il empêche de voir réellement par quel procédé la traduction s'est effectuée de la force de ces objets à leur expression et à la puissance de transformation qu'ils ont fait subir à l'art moderne. Un objet d'art, c'est un objet qui est turbulent. C'est un objet qui est toujours excessif. Et ces objets ont été turbulents, ils ont été excessifs précisément parce que les cosmologies dont ils sont porteurs, les philosophies dont ils sont le langage visuel, sont des philosophies de la force de vie, des philosophies de l'élan vital, pour parler le langage de Bergson et de Senghor, puisque Senghor utilise ici le langage de Bergson. Ce sont des objets qui sont des mutants par excellence. Et je prends mutant précisément comme participe présent. Ça veut dire que non seulement ils ont subi une transformation, mais ils sont toujours dans le process de se transformer. Ils sont mutants, ça veut dire que le process de leur mutation ou de leur transmutation est un procès continu et que la mutation est dans leur nature même. C'est en cela qu'ils ont porté leur propre capacité à l'universalisation et non pas parce que des musées ou un lieu ou une province du monde en particulier leur a conféré cette universalité. Bref, il s'agira pour ces objets qui sont des mutants et qui sont aujourd'hui condamnés à manquer. Ce sont des objets qui vont manquer. Ils vont manquer partout où ils vont. Quand ils seront retournés en Afrique, ils vont manquer au musée du Quai Branly, d'où ils sont partis, parce qu'ils y ont poussé des racines. Si on les laissait au musée du Quai Branly, ils manqueraient à l'Afrique, d'où ils ont été arrachés. Ces objets, il ne s'agit pas de les rapatrier dans un jeu à somme nulle, où ce qui serait perdu par les musées européens serait gagné par les musées africains. Il s'agit de faire en sorte qu'ils soient comme les oiseaux migrateurs, c'est-à-dire qu'ils puissent décider de passer les étés ici et les hivers dans le parc de Djoudj au Sénégal, où je vous invite à aller les voir, ces oiseaux migrateurs. Merci infiniment.